Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission de Solutions Covid Expo, le salon qui permet aux dirigeants de constituer leur boîte à outils de la reprise. Donc nous sommes ensemble pour une nouvelle émission au sujet de la communication. Quelle communication des marques pour une reprise réussie? Et pour traiter le sujet, j'ai avec moi trois experts exceptionnels que je remercie de leur présence. J'ai avec moi Maria Ait Mohamed. Vous êtes présidente de l'Union des agences conseillers en communication, l'UACC, et directeur général de Bonsaï Agency. Bienvenue Maria et merci de nous accompagner. Merci pour l'invitation. Merci à vous. Nous avons également avec nous Reda Taleb, CEO d'Officium Maroc. Vous êtes président de l'Observatoire marocain des pratiques du management et secrétaire général de la French Tech Maroc. Reda Taleb, merci de nous accompagner. Nous recevrons dans quelques instants Youssef Chiri, le président du groupement des annonceurs du Maroc et directeur de la communication de l'OFPPT, mais pour des raisons de distanciation sociale, nous allons faire ça dans l'ordre. Donc on reçoit Maria et Youssef par la suite. Maria, bienvenue encore une fois. Est-ce que vous pourriez rapidement nous présenter l'UACC et Bonsaï Agency, s'il vous plaît? Très rapidement alors. Donc l'UACC est l'association de référence qui représente les agences conseillers en communication. On est 43 agences membres aujourd'hui, de différents collèges, agences créa, agences médias, agences digitales. Enfin, il n'y a pas de spécialité au sein de l'UACC. Nous avons un rôle qui consiste à justement représenter le métier, représenter le secteur, donc être l'interlocuteur de référence vis-à-vis des autorités, des ministères de tutelle, de pouvoir aussi monter au créneau ou porter la voix du métier et du secteur, là encore quand il s'agit quand on est confronté à une problématique globale, et de manière générale de contribuer à la promotion du métier, à la promotion du secteur dans son ensemble, toute filière confondue, et de valoriser justement tout le travail qui est fait au sein de ce métier. Alors, Bonsaï. Et puis en tant que patronne de Bonsaï, donc alors Bonsaï est une agence de design. C'est vrai que c'est un terme qui n'est pas toujours bien compris, mais de manière très simple. Nous sommes un partenaire de référence dans la gestion des marques, depuis leur genèse, depuis la création de leur identité jusqu'au déploiement, et qui intègre forcément un volet communication. Et nous avons intégré au fur et à mesure des métiers tels que le design d'espace, le design stratégique, le design organisationnel, en partenariat bien entendu avec des experts. On a un écosystème très riche qu'on a appelé le Bonsaï 100, et qui fait qu'on peut activer, justement, en fonction de la problématique et du besoin, les expertises nécessaires. Voilà, donc 10 années depuis décembre dernier. Et que de belles réalisations. Alhamdoulilah, vraiment une agence qui a poussé de manière très organique, qui a, je pense, su profiter des opportunités, apporter un peu sa touche. Et on essaye de représenter dignement le talent marocain et la créativité marocaine sous toutes ses formes. On va revenir dans quelques instants sur quelques best practices de Bonsaï Agency. Je reviens vers vous dans un instant. Reda Taleb, bienvenue encore une fois. Merci. Alors, quelques mots de présentation pour Officium et pour l'OMPM, s'il vous plaît. Alors, tout d'abord, merci pour l'invitation. Je suis honoré d'être dans ce plateau d'émission avec Maria et un peu plus tard avec Youssef, dans le cadre de ce bel événement. Et je tiens vraiment à féliciter Blue Chili pour cette agilité, cette innovation de proposer quelque chose au marché au moment où tout le monde se disait il n'y aura rien avant la fin de l'année, d'avoir cette opportunité d'échanger sur des vraies problématiques. Alors, Officium est un cabinet de conseil stratégique et d'accompagnement opérationnel, dans ce sens où on accompagne des entreprises, des équipes et des individus à performer dans ce qu'ils font au quotidien. Alors ça peut se traduire par des missions de stratégie, de positionnement stratégique, des missions de réflexion sur le marketing, la fonction marketing, donc soit la stratégie marketing, soit les plans marketing, soit l'organisation marketing. Et pour ce faire, on intervient un peu comme Maria le présentait pour Bonsaï, effectivement avec un écosystème où on mobilise des expertises aussi bien internes qu'externes pour répondre aux problématiques des personnes et des organisations qui nous font confiance, qui font appel à nous, pour réfléchir avec eux sur la bonne définition de leurs problématiques et proposer des solutions qui peuvent être des ateliers, qui peuvent être des réflexions, qui peuvent être de l'accompagnement, de l'accompagnement au mode coaching. On favorise beaucoup la transmission de compétences lors de nos interventions.
Et on travaille du coup sur beaucoup de sujets, sur beaucoup de secteurs, avec des standards internationaux, un peu à l'image de ce que disait Maria. On est très fiers d'apporter un standard international avec un ancrage local très prononcé. On connaît la culture, on connaît les problématiques des organisations. 100% des gens qui interviennent au niveau d'officiants, qu'ils soient internes ou externes, sont d'anciens opérationnels. Donc il n'y a personne qui a étudié le sujet, l'a compris mais l'a jamais pratiqué. Donc on est conscient finalement des contraintes et des jeux d'acteurs, etc. Donc accompagné par la pratique en fait. Accompagné par la pratique, c'est pour ça qu'on insiste beaucoup sur l'accompagnement opérationnel. Donc on n'a peut-être pas les plus beaux rapports dans l'activité conseil. Même si des fois on fait appel à Maria, il y a d'autres personnes pour rajouter une petite touche d'esthétique. Mais par contre, le fond est bon, il est opérationnel et il est mesuré. Et c'est pour ça qu'on a d'ailleurs cette signature par la valeur ajoutée créée. Notre signature étant créateur de valeur. À l'initiative d'Officium, il y a quelques années, on a lancé l'OMPM, l'Observatoire marocain des pratiques de management, qui est une sorte de think tank, qui est parti d'un constat qui est le suivant. Quand on veut se poser la question sur l'entreprise marocaine, on fait un benchmark, on voit les pratiques qui viennent des États-Unis ou d'Amérique du Nord, qui viennent d'Europe, de France, le modèle allemand, le modèle scandinave, le modèle japonais. Et puis on se pose la question, c'est quoi le modèle marocain finalement? Et on s'est rendu compte, c'est l'insight de base, qu'on n'a pas collectivement, le marché n'a pas pris le temps de suffisamment réfléchir à formaliser les pratiques des entreprises marocaines. Alors il y a beaucoup d'initiatives depuis quelques années que je salue, de plusieurs dynamiques, et je pense qu'on a besoin d'être plusieurs. Et au niveau de l'OMPM, on a décidé de contribuer en faisant 3 choses essentiellement. Premièrement, une grande enquête annuelle au minimum. Donc on a traité des sujets comme le concept de la performance dans l'entreprise marocaine. Tu étais associé à cette dynamique. On a traité le management de l'innovation. On a traité le phénomène 4.0 et l'entreprise marocaine. On a traité dernièrement le concept de sortie de crise, justement, dont on va un peu parler. Donc on essaie à chaque fois de voir quelle est la pratique à travers des enquêtes nationales qu'on mène avec des partenaires et à travers des débats concrets. Donc c'est un premier axe, c'est l'enquête. Deuxièmement, c'est la formalisation de l'existant et on le fait en partenariat très proche avec le monde académique. Donc on associe des chercheurs, des étudiants, des élèves, des enseignants pour trouver un espace de réflexion et de formalisation des pratiques managériales de l'entreprise marocaine. Et troisième chose qu'on fait, c'est qu'on produit du contenu, c'est-à-dire des articles scientifiques, là également en partenariat avec plusieurs composants de notre écosystème. Et ça permet au fil du temps, aujourd'hui on est fiers de la réalisation, mais on a encore beaucoup d'ambition. Et c'est une plateforme très ouverte, où on associe, aussi bien au niveau local qu'international, des praticiens qui peuvent apporter de la valeur ajoutée dans cette réflexion. Merci infiniment, Reda Taleb. Se dépasser pour relever de nouveaux défis. BMCE Bank of Africa devient Bank of Africa. Maria, on sort d'une période très particulière, 3-4 mois de confinement, on en entame une autre, probablement quelques mois difficiles au niveau mondial, au niveau de tous les secteurs. Quelle a été l'attitude des agences conseils en communication au Maroc précisément? Quelle a été l'attitude de vos membres? Je salue en tout cas la posture de résilience qui franchement jusque-là se vérifie. C'est-à-dire que les agences, un peu comme beaucoup d'ailleurs de confrères ou d'acteurs dans d'autres secteurs, ont choisi de tenir bon, de résister, d'attendre de voir venir les choses. Donc pendant cette période, bien entendu, tous ont souffert de baisse de chiffre d'affaires. Ça va de 50 à 100% en fonction de l'activité. L'événementiel, par exemple, a été, et encore aujourd'hui, est complètement à l'arrêt. Voilà, bon, sauf quelques initiatives payantes, et celle-ci en fait partie. Je salue d'ailleurs, je rejoins Reda pour saluer l'initiative, et puis justement saluer toutes les démarches qui au final résistent, essayent de challenger, de sortir des sentiers battus et de trouver des solutions. Et en cela, je reconnais le système D très marocain. Je pense qu'on a toutes nos chances. Je parlais tout à l'heure de talents marocains et de compétences. Et je pense qu'on a cette capacité à voir la petite lumière au bout du tunnel et à trouver des solutions, à creuser suffisamment longtemps et suffisamment fort pour pouvoir trouver des solutions. Donc je crois beaucoup à cette résilience justement des entreprises marocaines et des citoyens marocains de manière générale. Ça s'est vérifié pendant la période de confinement et j'espère que ça continuera à être le cas. Donc voilà, les agences ont tenu bon jusque-là. Bien entendu, un constat généralisé de crise, variable d'un métier à l'autre.
mais toutes, jusque-là, ont choisi de continuer, de maintenir dans leur globalité le staff. Donc très peu ont licencié, certaines l'envisagent peut-être à partir de maintenant, si la situation ne s'arrange pas, mais jusque-là, en tout cas, il y a eu un mouvement de solidarité générale pour maintenir le staff, pour maintenir le contact avec les clients, avec les annonceurs de manière générale, avec les médias. Il y a eu énormément de discussions et de partages et d'offres innovantes qui sont nées justement de discussions entre les agences et les médias. Tout ça pour essayer vraiment de maintenir un rythme, même bien entendu réduit, mais en tout cas garder une cadence, garder un contact, garder un lien. Continuer à fonctionner. Continuer à fonctionner, voilà. Vaille que vaille. On a un point assez important, c'est que souvent, pendant les périodes de crise, la crise joue un rôle d'accélérateur. Et on a souvent parlé d'innovation, de créativité. Les agences conseils en communication sont connues comme étant des temples de la créativité et des temples de l'innovation. Alors maintenant, est-ce que cette période-là, cette période assez particulière, n'est pas une espèce de test grand format pour le métier, en fait, en termes de créativité, d'innovation? Parce que autant on en voit certaines qui ont brillé par des idées très originales, je me permettrai de revenir tout à l'heure sur certaines actions qui ont été réalisées, autant on en voit d'autres peut-être qui sont un peu moins actives et qui sont moins dans cette dynamique. Comment vous voyez ce volet-là? Ben, vous avez raison, effectivement, toute crise finalement constitue un stress test. C'est une espèce de révélateur on en a beaucoup parlé avec des confrères, avec des managers qui finalement aussi ont découvert la réalité de certains profils, de certains collaborateurs, parce que quand on est acculé, quand on est face à la crise, ben finalement, soit on a la capacité de révéler le meilleur de nous-mêmes, soit on flanche, et c'est là où effectivement ça constitue un vrai test pour nous tous. La créativité, oui, elle continuera à être essentielle. Et je pense que c'est peut-être que jusque-là on n'a pas toujours au Maroc valorisé l'idée dans sa globalité, le poids de l'idée, l'impact de l'idée, quelle qu'elle soit. Bien entendu, quand je parle d'idée créative, d'idée qui permet de se différencier, qui permet de sortir du lot, qui permet de casser une convention, de changer de paradigme. L'idée va être encore plus essentielle dans les mois que nous aurons à vivre, et c'est là où les agences, les entreprises, les marques les plus innovantes, les plus résilientes, celles qui vont oser finalement, recevront une prime au risque, quoi. Il y aura vraiment une récompense pour ceux qui tiendront bon et qui prendront les bonnes décisions, peut-être pas les plus attendues. En temps normal, quand tout va bien, on est souvent suiveur. On attend que l'autre fasse pour pouvoir faire la même chose. Je pense que ça marchera plus. Je pense qu'il y aura vraiment une prime au risque, et je pense que c'est le moment d'oser, d'innover, de sortir du cadre, parce que finalement c'est cela qui fera qu'on émergera du lot et qu'on pourra vraiment marquer des points et impacter durablement. Je pense aussi je me dois de mentionner le fait que, j'ai parlé de lien à l'instant, il faut garder le lien. Ce lien est essentiel. Je redoute un comportement de frilosité. Je redoute vraiment, si pour moi il y a un risque, une menace à mentionner, c'est celle de l'hibernation. Salim Cheikh, il y a quelque temps, parlait de confinement des marques. On s'est déconfiné, mais certaines marques continuent à être confinées. Et quand je dis marque, je parle vraiment d'entreprise au sens large. Je parle aussi de mes confrères. Les agences ont aussi intérêt à sortir un peu de leur bulle. C'est une responsabilité commune, finalement, de l'ensemble des acteurs. Et je parle vraiment, c'est un appel à tous les players marocains, quels qu'ils soient d'ailleurs organisés en entreprise, que ce soit des associations ou des individuels, des freelances. Quel que soit le métier, quel que soit le niveau de compétence, je pense qu'on a encore plus que jamais aujourd'hui l'obligation, la responsabilité de nous connecter à notre monde, à notre écosystème, de sortir de notre bulle, de créer des passerelles, de discuter, de chercher des solutions, d'être généreux,
Et d'aller de l'avant finalement. De casser ce cercle un peu vicieux qui est en train peut-être de s'installer pour certains. Et je pense que ce sera forcément payant. Encore plus aujourd'hui que ça ne l'a été par le passé. Merci Mané, je reviens vers vous dans un instant. Reda Taleb, vous êtes un spécialiste de l'innovation. Vous avez même mené une étude récemment sur le sujet auprès des entreprises marocaines. Alors, on a parlé des agences conseillères en communication, mais d'une manière globale, comment se porte l'innovation et je vais associer la créativité à l'innovation. Vous me direz si j'ai raison ou pas. Comment se porte l'innovation au niveau de l'entreprise marocaine, d'une manière globale? Alors, un point important pour mettre le contexte et pouvoir apporter une réponse, et je vais faire la transition aussi avec ce que disait Maria. Je pense qu'on a entendu et réentendu, ça ne m'empêche de le redire. J'aime bien le terme chinois qui définit la crise, le weiji, qui veut dire danger, et point de basculement, point d'opportunité. Et je pense que c'est un état d'esprit. Nous avons d'ailleurs au niveau d'Officium, avec les équipes, rapidement pensé à comment on peut accompagner nos clients, nos marques durant cette période. Et on a développé un plan qu'on a appelé Weiji. On a développé deux, le deuxième je le garderai pas après, mais Weiji était une philosophie de dire OK, le marché est en train d'être bousculé, ça va être dur, qu'est-ce qu'on peut faire? Et un peu à l'image d'acteurs qui ont rebondi dans des secteurs où on ne les attendait pas. On parlait de Blue Chili par rapport à ce salon-là. Il y en a d'autres aussi qui ont fait des choses exceptionnelles. On les attendait le moins. Et effectivement, il y a un lien entre créativité et innovation. Globalement, l'entreprise marocaine innove. Effectivement, c'est un peu on a mené une grande étude sur le sujet il y a 2 ans, mais on l'actualise en fait chaque année à travers des réunions d'experts. Et donc pour essayer d'apprécier les tendances. Et on s'est engagé à en faire une autre, probablement d'ici milieu de l'année prochaine, pour actualiser un peu les tendances de manière quantitative. Alors le lien avec la créativité, c'est que dans les 2 cas, on va associer des sources d'informations qui sont différentes et d'apparence déconnectées. Et c'est de là effectivement d'où vient le génie, c'est de pouvoir trouver dans un contexte qui est changeant, non pas s'accrocher à sa zone de confort et donc du coup perdre le moral et baisser les armes, comme on dit, mais au contraire, identifier dans ce mouvement qui est plutôt négatif, et c'est pour ça que j'ai commencé par dire le Weiji, quel est finalement le point de basculement et comment moi en tant qu'acteur, parce que c'est un sujet qui devient assez égoïste, j'adhère à ce que dit Maria, la relance ne peut être que globale, que si tout le monde s'y met, mais à un certain moment, le tout le monde est conceptuel, c'est que chacun doit s'y mettre. Mais au passage, qu'on se le dise, il y aura des dégâts, parce que s'il y a une crise, il y aura des dégâts, mais je le dis comme je le pense, les plus forts en sortiront renforcés. Et l'innovation sera un atout. Alors l'innovation peut être portée par plusieurs choses. D'abord par la digitalisation. On a vu, l'administration marocaine a été impressionnante. Je parle de l'administration parce que c'est un peu dans le collectif, le mental collectif, un peu le mammouth qui avait du mal à prendre des décisions, à aller de l'avant. Et pourtant, on a vu des services qui ont été digitalisés très rapidement. Les entreprises publiques, les entreprises privées, qu'elles soient de grande ou de petite taille, les multinationales. Et donc, la digitalisation a permis, pendant cette période, finalement, d'assurer de la continuité, de sortir de nouveaux offres de services, d'assurer une certaine cohérence dans l'offre de services et dans la vie du consommateur. Et je pense que la communication et les agences ont effectivement un rôle. Alors, il y a eu de grands débats sur la période confinement, Ramadan, une hausse significative des audiences, une baisse significative des investissements, c'est contradictoire. Maintenant, il y a des marques qui ont très bien saisi cette opportunité. Donc, on est dans cet esprit Weiji. Il y a des marques qui ont su partir vers les médias, avec leurs agences, avec leurs partenaires, partir vers les régies et négocier. Et dire, bon voilà, c'est la crise, nous on va maintenir nos budgets, mais essayons de trouver des idées. Il y a eu de superbes idées qui ont été saluées positivement. Dernièrement, on a mené une enquête également grand public sur le moral des Marocains pendant la période, donc du consommateur, mais également du trade. Et ce qui ressort, c'est que les gens étaient en attente d'idées nouvelles. On était tous surpris. Je parle des premiers mois, des premières semaines, mars, avril. Mais après, il y en avait un peu marre, vous me passerez l'expression, et on voulait autre chose. Et on attendait des marques qu'elles agissent. Et on attend toujours des marques qu'elles agissent. Les marques doivent prendre le devant, doivent innover en termes d'offres, en termes d'expérience client, et donc de gestion de la relation entre les marques et les consommateurs, et en termes de communication.
C'est l'ensemble des volets qui doivent être concernés. On l'a vu dans des secteurs que tu connais bien, Maria, comme le BTP, comme l'automobile, qui ont été les plus impactés, les plus touchés, et qui ont proposé des offres de financement, des offres de réaménagement, des offres de reprise, qui étaient à la limite complètement inimaginables il y a quelques semaines, il y a quelques mois. Et elles ont fait preuve d'innovation, de créativité, on continue à en voir. Et donc, quand vous parlez des marques, en fait, ça va au-delà de la communication, on est d'accord. C'est-à-dire on parle du côté business d'une manière globale. Ouais. Moi, ce qui m'intéresserait aussi, ça serait de voir quel est l'impact business, en fait, de la communication. Je vous pose la question, parce que vous êtes aussi marketeur, mais je poserai la question aussi à Maria et Mohamed pour mettre un petit peu ce rapport entre la communication et le business d'une entreprise, parce que on n'en est pas forcément et pas uniquement, voire même peut-être pas du tout au décor ou à l'illustration. On ne communique pas pour faire joli, dire que derrière, voilà, derrière il y a quelque chose il y a du concret. Alors comment est-ce que ça se gère? Comment on fait ce rapport business entre la com et le reste? Il y a un paradoxe historique qui n'est pas une spécificité marocaine, c'est qu'en période de crise, on coupe les budgets de communication. Parce que c'est le budget le plus simple, entre guillemets, ce qui est valable pour l'ensemble des services, c'est partout dans le monde. Exact, c'est ce que je dis, c'est universel. Et toutes les études, là encore universelles, démontrent que c'est la bêtise à ne pas faire. Alors oui, c'est plus facile à dire qu'à exécuter, parce que quand l'actionnaire dit oui, il faut assurer le bottom line, les patrons des boîtes, on se dit déjà on sait ce qu'on peut faire comme saving, c'est pas sûr quel est l'impact. Il faut que je paye les salariés d'abord. Il faut que je paye les salariés, il faut que je produise, je n'ai aucune visibilité. On a vu des marques pour lesquelles la crise était une aubaine. Les gens se sont surstockés sur certains produits, donc une anticipation de la consommation, mais également, et ça c'est des phénomènes très connus, quand on stocke à la maison, on consomme un peu plus. Quand on a un grand tube de dentifrice, on en consomme un peu plus si on avait un petit tube. Donc ce sont des mécanismes qui existent. Donc les gens se sont stockés. Quand on a un grand bidon d'huile, on en consomme un peu plus que si on a une petite bouteille. Et pourtant, ils ont baissé leur budget parce qu'ils disent oui, mais là on ne sait pas exactement comment ça va aller. Alors il y a un impact direct. Et des fois, on se met en situation, on coupe les budgets. Du coup, il y a moins de business parce qu'on a coupé les budgets. Mais en post-rationnel, on dit heureusement qu'on a coupé parce que regarde, il y a moins de business. C'est paradoxal. Il y a beaucoup de chiffres. Je suis sûr que Maria va en donner. Il y a eu des études d'impact sur les investissements publicitaires au Maroc par rapport au PIB. I will not hijack it. Je ne piraterai pas parce que je sais que Maria porte ce sujet. Je le dis à ta place, mais c'est son message. 1 dirham investi en communication, c'est 15 dirhams de PIB. On peut débattre, on peut dire il y a une marge d'erreur, c'est peut-être 14, c'est peut-être 16, mais peu importe. Il y a un impact direct. En France, c'est 1 euro pour 7 euros. 1 euro pour 7 euros. Chaque pays, finalement. Au Maroc, on est convaincu que c'est un peu plus, pour différentes raisons qu'on peut expliquer, mais c'est pas l'objet de cette table ronde. Donc il y a un impact direct. Et de toute façon, pour être très très pragmatique, en période de crise, le consommateur attend qu'on le prenne par la main. Et il attend des marques de lui suggérer de reprendre des habitudes de consommation. Il attend des marques qu'elles lui proposent des nouveautés. Et donc l'investissement en communication dans le sens large, en publicité particulièrement, et en marketing de manière plus approfondie, parce que c'est aussi des opportunités d'écoute du consommateur, sont indispensables pour permettre la reprise. Merci Reda Taleb. On va avoir l'occasion aussi d'en discuter avec Youssef Chikhi, le président du groupement des annonceurs du Maroc, qui est avec nous. Pensez un avenir commun pour élargir nos horizons. BMCE Bank of Africa devient Bank of Africa. Maria, quel est l'impact business de la communication pour vous? Quel message portez-vous sur il est certain, déjà effectivement c'est ce que disait Reda, l'impact est vérifié, avéré, universel. Après effectivement la communication reste le parent pauvre des décisions stratégiques et malheureusement n'est souvent même pas associée à une décision stratégique. C'est pour ça qu'on peut couper aussi facilement une ligne budgétaire liée à la communication, c'est parce qu'on a l'impression que un peu c'est comme si on avait coupé l'entretien de la clim. Je vous assure que on est parfois classé dans la même catégorie. J'ai entendu ça, c'est une anecdote avérée. Donc on cherche à négocier des contrats, lequel on peut couper le plus facilement, c'est l'entretien de la clim et la com. Et malheureusement, effectivement, c'est celui à ne pas couper. Et paradoxalement, en fait, la clim ou la com? Les deux. Surtout en temps de Covid. Il faut l'entretenir la clim parce que le virus.
Non, les deux. Alors, c'est une décision stratégique et malheureusement, il y a une vraie déconnexion entre... c'est souvent lié d'ailleurs à... C'est organisationnel aussi, c'est-à-dire que la direction communication n'est pas toujours directement rattachée à la direction générale. Et de manière générale, on a l'impression que effectivement, c'est une fonction de cosmétique, d'esthétique. Un peu comme quand Reda me demande de soigner un peu ses présentations. Mais on ne fait pas que ça, fort heureusement. Je confirme. Fort heureusement, effectivement, on a une fonction d'abord de création de liens aux consommateurs. Une agence de com, son premier rôle, c'est de transmettre une connaissance du consommateur. Nous traquons finalement, notre rôle, c'est de comprendre le consommateur, d'aller identifier cet insight, cette promesse, ce message qui va déclencher quelque chose, une émotion, un acte d'achat. Et donc forcément, on apporte finalement aux marques ce recul par rapport à leur marché. Une démarche clé de notre méthodologie, c'est d'aller benchmarker, c'est de voir ce qui se passe sur le marché local, à l'international. Qu'est-ce qu'on peut aller emprunter comme best practice? Alors, en parlant d'international, pardon de vous couper, mais en parlant de benchmark international, est-ce que vous avez des exemples comme ça de bonnes pratiques? Parce que juste après, je vous poserai la question avec votre casquette bonsaï. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le benchmark à l'international? Est-ce qu'il y a des pays qui se détachent par rapport à d'autres en termes de bonnes pratiques, en termes de créativité, en termes, à tous les niveaux, en termes je parle des agences de conseil en communication, bien sûr. Oui. Est-ce qu'il y a des pays qui ont un peu de longueur d'avance par rapport à d'autres? Il y a forcément des... Enfin, on ne peut pas parler d'un niveau unique. Il y a forcément des pays qui sont plus avancés et c'est souvent ceux où le métier est le plus organisé. Ça va de pair avec la maturité du secteur finalement et la manière dont le métier est organisé. Il y a des pays où vous avez par exemple des associations très fortes. C'est-à-dire que le métier, le secteur est organisé, les associations sont très représentatives, sont outillées, ont des moyens. Donc se font vraiment le bon porte-parole et valorisent et tiennent bon et lobby pour, par exemple, en Grande-Bretagne, le gouvernement est aujourd'hui le premier annonceur. Il a financé une campagne extraordinaire pour réinjecter de l'optimisme, pour encourager les gens à continuer à vivre, à consommer. Donc voilà, c'est un exemple effectivement de pays où on voit bien que la communication n'est pas considérée comme un acte inutile, comme un acte gratuit, où l'État lui-même prend les devants pour financer une campagne importante et qui, ce faisant, bien sûr, fait vivre un écosystème, donc des médias, des agences, etc. Mais c'est d'ailleurs une bonne transition pour revenir sur le sujet de départ. Est-ce que la communication, c'est important? Est-ce qu'il y a un réel impact sur le business ou sur une société de manière générale? Les études l'ont prouvé, effectivement. Reda parlait de l'impact sur le PIB, tout simplement parce que la com permet, de mieux connaître un consommateur, de trouver les bons messages, les bons insights, les bonnes promesses, le bon positionnement sur lequel s'appuyer. Et puis surtout, aujourd'hui plus que jamais, un consommateur, et Reda le disait aussi, a besoin d'un lien à la marque, attend beaucoup plus aujourd'hui d'une marque que ce n'était le cas auparavant, à tel point que certains aujourd'hui parlent d'entreprise ou de marque Providence. On a eu l'État-Providence. Aujourd'hui, on parle de l'ère de la marque ou de l'entreprise Providence parce que le rôle que devra jouer l'entreprise et la marque à l'avenir sera beaucoup plus important. Enfin, vraiment à l'image d'un État qui finalement joue un rôle clé pour catalyser des choses, pour démarrer des choses, pour créer un cercle vertueux, pour créer les conditions de la confiance et de l'optimisme, typiquement. Vous pensez à des exemples particuliers que vous pouvez partager ou c'est par rapport à ça, oui. Par rapport à des marques, Ah ben oui, on en a d'ailleurs, on en a eu pas mal aussi, que ce soit au Maroc ou à l'international, de marques qui ont par exemple, un acte comme mettre en avant les héros de l'ombre. Ça, c'est vraiment historiquement le rôle de l'État et même des politiciens de faire campagne pour vraiment valoriser certaines tranches ou franges de la société, certains players de la société. Des marques, on a vu beaucoup de marques le faire pendant cette période de confinement, des opérateurs télécoms, voilà. Donc c'est une... bien sûr. Pour peut-être renforcer ce point, on a aussi vu des mouvements spontanés des communautés. Des consommateurs, des so-called influenceurs ou créateurs de contenu, on peut les appeler comme on veut, qui ont pris le temps
effectivement, de dire merci à des marques, à des entreprises qui ont assuré la continuité de service pendant cette période. On est chez nous à la maison, on a l'électricité, on a l'eau, on a la 4G ou la fibre optique ou peu importe. Enfin, je parle de ces secteurs-là parce qu'on a fait du homeschooling, on a eu des enfants qui ont dû du jour au lendemain commencer à se connecter sur, je vais pas nommer les logiciels, mais en tout cas sur des plateformes de vidéos avec leurs camarades de classe. Et c'est grâce à ces marques-là, ces entreprises-là. Et donc on a déplacé, moi je rejoins parfaitement Maria, on a déplacé la discussion du logique de est-ce qu'on est le pouvoir est chez le consommateur ou chez la marque, dans une logique de ce que moi j'appelle de brand power au brand love. C'est l'amour qui peut exister comme ça, il peut exister entre deux personnes. Et c'est cette relation finalement où je sais que je paye un service et qu'à la limite, bon, c'est le rôle de la marque ou de la boîte de me vendre ce service-là. Mais ça va au-delà, parce que on est revenu vers le sens. Cette crise nous a ramené vers le sens. Et la communication a ce rôle, justement, qu'on oublie des fois. On la considère comme un secteur, l'automobile, les telcos. Non. Il y a tous les secteurs et puis il y a la communication qui tire tout ça. Et transverse. Ouais. Et s'il n'y a pas de communication, on va consommer un peu moins de fast-food, on va consommer un peu moins ce qui est peut-être bien, on va consommer un peu moins de soda, on va consommer un peu moins de clothing, etc. Donc ce que je veux dire par là, c'est que c'est un vrai moteur de l'économie, et c'est pour ça, moi j'adore l'exemple effectivement UK, mais c'est pas les seuls, où l'État, conscient de cela, et on a vu des mairies des fois dans d'autres pays, il y a eu plein d'articles, qui ont décidé d'investir en communication pour permettre à leur écosystème, alors ça peut être le tourisme, l'hôtellerie, un vrai sujet de rebondir post-crise. Alors je vous garde avec moi, Reda Taleb, je m'adresse à Maria rapidement, parce que on va passer à la deuxième partie donc pour accueillir Youssef Chikhi. Et là, je demande, voilà, je vous invite à reprendre votre casquette bonsaï. Je peux changer de foulard si vous voulez. Non, ça va aller. Et on parlait de best practice. Voilà, on parlait de best practice et d'exemples en fait de créativité, d'innovation et comment une collaboration intéressante et intelligente entre une agence et un annonceur peut donner vie à quelque chose de différent en fait et de marquer un peu les esprits et moi je vous inviterai à partager avec nous peut-être une des dernières expériences et dernières réalisations que vous avez accompagnées. Je vous laisse peut-être en parler. J'ai le droit de faire de la pub, non? Mais il n'y a aucun problème. Encourager la solidarité pour connecter toutes les énergies. BMCE Bank of Africa devient Bank of Africa. Ce qui nous intéresse, voilà, c'est vraiment de pouvoir donner des exemples très concrets et puis inspirer, donner envie en fait aux agences et aux annonceurs aussi d'une manière globale d'aller de l'avant et puis de sortir un peu des sentiers battus parce que je pense que à un moment donné on déplace le débat et il faudrait que l'échange aille dans cette direction-là où on va rehausser un petit peu le niveau global et côté agence et côté annonceur et je pense que ça se fait par l'exemple. Oui, on est d'accord, effectivement. À vous la parole. C'est effectivement le bon timing pour distiller tous les messages positifs possibles et effectivement créer une espèce d'étincelle. Oui, alors nous, on a eu la chance à Bonsaï de pouvoir accompagner depuis déjà quelques années, depuis 6 ans, depuis la création de cette marque. Et c'est un bel exemple d'ailleurs de collaboration agence-annonceur. On n'en parle pas suffisamment des belles collaborations et il y en a pas mal. Et je pense que c'est ce genre de collaboration qui crée de belles alchimies et qui font avancer le business, l'économie, mais aussi la créativité, le talent. Vraiment, il faut qu'on multiplie ces mariages heureux. Et qu'on fasse tout. D'ailleurs, on a un joli chantier avec Youssef. Je te jette la balle, Youssef, sans transition. Un beau chantier justement de charte de collaboration agence-annonceur pour favoriser ce type de climat de confiance et de collaboration saine qui font naître de belles idées, de belles actions. Et l'action dont je voudrais vous parler, c'est celle qu'on a menée dernièrement avec Yamed Capital, donc qui est un promoteur immobilier nouvelle génération, qui est né il y a 6 années à peu près. Ce promoteur, au départ, nous avait confié la mission de lancer un projet immobilier. Donc, il n'y a pas plus classique que ça, dans le cadre d'un événement de lancement. Donc, le sujet t'intéresse à double titre, Hicham. Et l'événement n'a pas pu se faire puisqu'il était programmé pour le 12 mars, il me semble, si je ne me trompe.
vraiment à la veille du confinement, et à la dernière minute, on avait senti venir tourner le vent, et on avait annulé l'événement. Et donc voilà, c'est posé la question de savoir si qu'est-ce qu'on fait. Ce projet, il faut bien qu'on le lance. Il y a un enjeu business justement. Et vous savez que les cycles de vie immobiliers sont assez complexes, c'est-à-dire tout décalage finalement impacte tout un business plan. Donc il y a un enjeu vraiment de lancement et de timing. Et donc voilà, c'est posé la question, est-ce qu'on fait un webinar ? Est-ce qu'on fait un événement virtuel ? Est-ce qu'on ne fait rien ? On fait une campagne de com classique ? Et on a eu l'idée, partons vraiment d'une discussion, hein, c'est comme ça que naissent aussi les belles idées avec le client, justement, c'est pareil que je parlais de je sais pas qui avait dit ça, de la discussion jaillit la lumière. Jaillit la lumière, donc il y a eu une belle lumière, ces lumières-là sont possibles quand il y a déjà une connivence et un terrain de confiance. Et on a discuté justement finalement de la vision, on est revenu sur la vision de cette marque qui a toujours été de se positionner comme un promoteur nouvelle génération qui devait apporter du bien-être dans la vie des Casablancais, qui a un bel attachement à la ville de Casablanca. On est revenu sur l'initiative qui consistait à aller rassembler avec l'aide de Si Mohamed Tanji, qui est un collectionneur hors pair qu'on ne connaît pas suffisamment au Maroc, mais qui est une bibliothèque humaine et qui a une collection extraordinaire. Et puis, voilà, on voulait valoriser, il y avait à la fois l'enjeu de lancer un projet, la vision d'un promoteur et d'une marque qui voulait vraiment marquer son attachement à la ville et faire quelque chose finalement pour la ville de Casablanca. Et on s'est dit, on va faire une émission. On va faire une émission télé, mais virtuelle, parce que ça parlera plus à notre cible et à cette nouvelle génération, parce que c'est vrai qu'on n'est pas forcément toujours au rendez-vous d'une émission télé. Et on s'est dit, allez, pourquoi pas les deux au final. Donc, ce faisant, on a contacté 2M, qui a répondu présent très rapidement, dans les 48 heures. On salue d'ailleurs les équipes de 2M. Qu'on salue, qui ont fait un boulot extraordinaire. Je voudrais juste préciser que tout ça s'est fait en 3 semaines. Nous avons monté une émission standard international en 3 semaines, en mobilisant des intervenants locaux et internationaux de différents métiers, différents horizons. Il y avait, je ne vais pas tous les citer, mais vous aviez Madame la ministre Nadia Ftah, vous aviez un Richard Atias, vous avez un Mohamed Tanji, une artiste Aïcha Beloui, une architecte, il y avait Rachid Endel aussi. Donc vraiment un parterre extrêmement riche de personnes qui ont toutes répondu présent à l'appel de la ville de Casablanca. Et ça, c'est important, c'est-à-dire que on revient à cette vocation, finalement, à cette raison d'être qui peut transcender toutes les différences et tous les obstacles. Donc, qui aurait cru qu'avec 2M, on pouvait monter une émission en 3 semaines, avec un live aussi en virtuel, et tout le stress qu'il y a derrière, avec un parterre international qui est exigeant, forcément. Je salue aussi le travail de Fethia qui a vraiment fait le travail de créer le fil conducteur avec l'aide de l'agence, mais vraiment très rapidement. Et tout ça dans un objectif qui finalement a dépassé le simple lancement du projet, mais qui a quand même servi le lancement du projet. Faut le préciser. Résultats finalement, quels ont été les retours? Résultats, nous on est très fiers parce que on a fait gagner à la ville de Casablanca un mécène. Yamed a signé un partenariat longue durée avec 2M pour la valorisation du patrimoine casablancais. Se promet aussi d'être vraiment le sponsor d'action pour la ville. Donc c'est ma plus grande fierté personnellement. Je pense que voilà, engager une marque encore une fois à jouer un rôle utile, à jouer un rôle d'acteur social, à jouer un rôle qui dépasse le simple business, mais qui contribue aussi à servir le business. C'est là je peux vous confirmer que les chiffres suivent. Finalement on a scoré sur toute la ligne. Et tout ça a été rendu possible par une discussion, une idée. Merci infiniment, voilà. Merci infiniment Maria Ismahamed. Un mot de clôture, peut-être, une recommandation, un message vous remercier déjà pour l'initiative, pour justement le courage. Je pense qu'il faut toujours féliciter les gens courageux, les gens qui sortent encore une fois des sentiers battus, qui agissent, et qui agissent en étant généreux, qui agissent en réunissant, en rassemblant, et pas de manière égoïste en voulant briller seul. Je pense que c'est vraiment la clé, encore une fois je reviens sur cette idée de penser aux autres dans tout ce qu'on fera dans les mois à venir, et donc vous remercier, et puis surtout un petit mot d'optimisme, voilà, soyons positifs, contribuant à recréer les conditions de cette relance, communiquons, il faut quand même que je le dise.
Et tout ça dans l'intérêt général. Merci infiniment, Maria Es Mohamed. Mesdames et messieurs, restez avec nous. Nous nous retrouvons dans quelques instants avec la deuxième partie de notre émission avec Youssef Chekhi, président du groupement des annonceurs du Maroc.